soft skills cette fois-ci, on va pas faire de développement. On va parler de comment préparer une présentation orale et surtout comment se préparer. Donc que ce soit pour des présentations en équipe, des soutenances de projet, des présentations de projet ou des présentations clients. On va faire un petit peu le tour. Et pour commencer, aujourd'hui c'est vous qui allez être les évaluateurs. Donc j'ai prévu un questionnaire d'amélioration continue que je vous donnerai à la fin. N'hésitez pas à aller le remplir, ça pourra me donner des informations et m'aider pour améliorer les contenus que je vous propose et aussi revoir ce genre de choses et les lives. N'hésitez pas à prendre des notes parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données là en assez peu de temps. Et du coup, me refaire votre retour d'expérience par la suite. Et avant de commencer, c'est important, je me présente, Aurélien Va, donc j'ai 34 ans, je suis ingénieur études et développement, j'ai un bac+5 en ingénierie logicielle. J'ai 10 ans d'expérience pro dans le domaine du développement pour des entreprises principalement en banque et assurance, en industrie, en retail et aussi dans le domaine ferroviaire. Je suis aussi monteur Open Classroom depuis environ 6 ans sur tout ce qui est développement web, méthodologie et conception de projets, architecture logicielle et un petit peu de compétences annexes. Et je suis développeur full stack en HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap et pas mal d'autres choses. En langage backend, je fais du .NET, du PHP et du Node.js. Et niveau base de données, MySQL, PostgreSQL et Oracle. Au sommaire aujourd'hui, on va d'abord voir dans un premier temps s'informer pour mieux se préparer. Donc comment s'informer sur le projet, analyser le contexte, adapter l'organisation de la présentation et réfléchir à l'apport de notre travail. Ensuite, on verra comment préparer un support visuel pour la présentation. Donc préparer déjà un plan de présentation, choisir ou préparer un modèle de diaporama, créer l'ensemble des slides et les remplir avec les informations. Et enfin, on verra un petit peu aussi tout ce qui est gestion du stress avec l'identification des facteurs de stress et les différents outils qui peuvent servir pour pouvoir gérer son stress en présentation. Donc, on va commencer avec s'informer pour mieux se préparer, donc se renseigner sur le contexte de présentation. Alors, la première chose à faire quand on a une présentation à faire, c'est d'identifier le type d'interlocuteur ou de public à qui on va faire la présentation. Il y a trois types d'interlocuteurs ou de public assez généraux. Après, on peut faire un peu des mix où il y a des variances, mais on a toujours trois types qui reviennent très régulièrement, qui sont le client, le technicien et le chef de projet fonctionnel. Le client, c'est quelqu'un qui exprime le besoin. Lui, il est vraiment orienté sur le fonctionnel, les fonctionnalités de l'application que vous allez réaliser, et la pratique, c'est-à-dire comment on va se servir de cette application. Et ce qu'il souhaite la plupart du temps, c'est qu'on mette en avant sa marque ou que le travail que vous allez réaliser apporte quelque chose à sa marque, à son entreprise et à ses clients. D'un autre côté, on peut avoir un technicien en face de soi. Technicien, donc c'est quelqu'un qui est technique, qui va comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Il sait analyser le besoin. Il sait aussi comprendre une organisation technique. Il sait aussi voir le choix des technologies que vous avez pu faire. Et il pourra aussi parler d'architecture. Et enfin, on a le chef de projet orienté donc plutôt fonctionnel, où lui va plus avoir une vue macro du projet, où on va parler d'organisation de projet, de gestion des deadlines, donc en fait des délais que vous avez pour réussir à finir quelque chose. Il va aussi avoir une notion d'avancement et d'organisation pour l'avancement. Et il est conscient des problèmes et il essaie de trouver des solutions, non pas techniques, mais des solutions quand même. Donc, le client, comment on va faire? Eh bien, on va organiser la démonstration et la présentation générale vers le produit. C'est le produit qui est important, c'est vers le produit qu'il faut aller et c'est ça qu'il faut présenter au client. Le technicien, lui, on va plus orienter une démonstration technique, donc aller vraiment dans le code, dans l'architecture, dans les technologies, pour lui montrer comment les choix ont été faits. Alors que le chef de projet fonctionnel, on va plus faire une présentation fonctionnelle, donc à la fois en termes d'organisation d'équipe, de travail, etc., mais aussi de fonctionnalité et de réponse de la fonctionnalité par rapport à un besoin exprimé. Il y a quelque chose d'autre qui est très important aussi d'analyser quand on va préparer une présentation, c'est la phase du projet. Le projet, il y a toujours
un début, un milieu et une fin. Le début, c'est le moment où on va comprendre le besoin du client ou du métier. C'est là aussi où on va, à partir de ce besoin qu'on a compris et qu'on a analysé, effectuer des choix sur la façon dont on va développer l'application. Et on va se préparer à tout le travail de développement et tout ce qui peut aller autour. On a le milieu. Là, on parle plus de l'avancement du projet, des difficultés rencontrées, des solutions mises en place. Et on a la fin, où on a le projet qui a fini d'être réalisé, on peut faire un feedback et des perspectives d'évolution. Les présentations peuvent se faire à n'importe quel moment du projet. On peut faire une présentation après 10 jours parce qu'on a juste débuté et qu'on n'a pas encore commencé le développement, mais on a commencé l'analyse. Et on fait une présentation un peu. Dans cette présentation, on va reprendre donc la compréhension du besoin et on va essayer de développer les choix qu'on a effectués, pourquoi on a fait tel choix, en quoi ces choix correspondent aux besoins qu'on nous a exprimés, etc. Et on va aussi parler du coup de la préparation, comme je disais, où là on va vraiment insister sur la façon dont on s'organise et quels sont les objectifs à atteindre et comment on va faire tout ça. Si on fait une présentation en milieu de projet, là on va parler de l'avancement du projet. Alors ça n'empêche pas de reprendre ce qui a été fait au début, mais en plus, ce qui a été fait au début, on va le synthétiser, on va moins détailler que si on avait fait une présentation de début, mais on va reprendre les éléments, et on va rajouter les notions d'avancement de projet, donc où est-ce qu'on en est, sur quoi on a avancé, qu'est-ce qui nous pose problème, les difficultés qu'on rencontre, et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, et quelles sont les possibilités pour réussir à faire des choix pour répondre aux solutions, enfin pour répondre aux problèmes. Et la présentation, quand on est à la fin, de la même façon, on va reprendre les éléments du début et aussi certains éléments du milieu qu'on va synthétiser et auxquels on va rajouter la réalisation du projet en lui-même, donc ce qui est terminé et qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Un feedback, c'est-à-dire revoir un peu les méthodologies qu'on a employées et qu'est-ce qui nous a fait perdre du temps et comment faire pour comment dire, apprendre de ces erreurs et faire mieux la prochaine fois. Et les perspectives d'évolution, c'est tout ce qui n'a pas été fait sur le projet, mais qui pourrait être fait, qui pourrait améliorer le projet en lui-même. Donc la première phase, on parle beaucoup d'organisation. La deuxième phase, on parle beaucoup d'adaptation. Et la troisième phase, on parle beaucoup de réalisation. Au niveau du contexte de projet, enfin de présentation, il y a quelque chose d'autre qu'il faut identifier aussi, c'est le temps de présentation prévu. Généralement, quand vous faites une soutenance ou une présentation de projet en équipe ou au travail ou une présentation client, vous allez avoir un temps qui est défini. Généralement, on ne peut pas le dépasser ou pas trop en tout cas. Donc il faut bien identifier ce temps pour adapter justement votre présentation. Normalement, ce temps, il est précisé dans la planification de la réunion. Il faut donc l'adapter. Et pour l'adapter, généralement, il faut considérer que 60% du temps de la réunion doit être votre présentation. Et le reste, on doit le prévoir pour un temps de questions et réponses. Si on a une réunion d'1 heure pour une présentation, il ne faut pas parler pendant 1 heure. Sinon, une fois qu'on a fini, les gens n'auront pas le temps de poser leurs questions, ils doivent retourner au travail. Et on ne peut pas dépasser plus que ça. Donc, toujours prévoir dans votre présentation un temps pour les questions et les réponses et les échanges avec votre public. C'est très important. Et même pendant votre temps de présentation, il faut penser que les gens peuvent vous interrompre, votre public peut vous interrompre pour vous poser des questions. Donc il faut prendre en compte que dans votre temps de présentation, il y aura toujours un petit peu plus de temps que ce que vous avez prévu à l'origine. Ensuite, on va parler d'adapter l'organisation de la présentation par rapport au contexte. Alors le contexte, on avait parlé de présentation client. Donc là, comme on avait dit tout à l'heure, on va faire vraiment une présentation orientée produit. Donc on va reprendre la compréhension du besoin, c'est-à-dire le besoin qui a été exprimé à l'origine, et on va essayer de l'analyser. Ça, c'est un point important. Et le plus important, c'est de reformuler ce besoin. C'est-à-dire que quelqu'un va vous expliquer ce dont il a besoin. Il faut reformuler avec vos mots. Ça va permettre de voir si la personne en face déjà a compris, si vous aussi vous avez compris, et si vous êtes raccord. Si jamais vous faites que répéter ce que la personne dit, au final vous avez peut-être une autre compréhension de ce qu'elle a voulu dire, et au final le résultat ne va pas être ce qui est attendu. Donc toujours reformuler le besoin. On va faire aussi une présentation des fonctionnalités. Donc là c'est important aussi pareil de reprendre la liste des fonctionnalités qui sont attendues
et de reformuler ces fonctionnalités pour voir si ce qui a été exprimé est bien ce qui va être fait par vous-même ou par votre équipe. On va toujours aussi faire une présentation complète de l'application, et j'insiste sur complète, parce que la présentation de l'application se fait dans tous les types de présentations, mais avec le client, on va beaucoup plus développer sur la démonstration, étant donné que le client attend de voir son produit, et ben, le produit, c'est dans la démonstration qu'on va le montrer. Donc toujours montrer quelque chose de complet et aller dans le détail de tous les cas possibles, montrer les erreurs prévues dans les formulaires et ce genre de choses. Et il faut toujours essayer aussi un petit peu de mettre en avant le produit en lui-même. Donc quand vous faites une présentation, essayez de pouvoir rappeler le client, son entreprise, mettre son logo quelque part. Ah. Et donc de vraiment mettre en avant la marque du client. Et c'est ça qui va apporter la plus-value qui peut faire la différence. Quand on est dans une présentation technique, donc toujours on reprend l'analyse du besoin pour la réexpliquer et pour être raccord. Bien expliquer les choix techniques, on a fait tel choix pour telle raison. Alors les choix techniques, ça ne veut pas nécessairement dire juste ce que vous avez choisi, ça peut être aussi des choses qui ont été imposées par le client. Il peut vous imposer d'utiliser telle technologie parce qu'il en a besoin, et ça reste un choix technique qu'il faut rappeler, et pourquoi ce choix a été fait. Toujours une présentation aussi de l'architecture logicielle. On ne vous présente pas du code en prenant un fichier et en lisant ligne par ligne le code. On est en face de quelqu'un de technique qui comprend le code. Ça ne sert à rien de lui expliquer ligne par ligne. On n'est pas en formation. L'idée, c'est plus de présenter en mode architecture. Donc présenter comment est organisé le projet, où sont disposés les différents fichiers, comment on peut retrouver tel type d'information à tel endroit, et un peu comment vous avez organisé le code dans le fichier en lui-même. Donc, par exemple, si vous faites du CSS, essayez d'organiser un peu votre CSS, mettre tout ce qui est disposition principale en haut avec un petit commentaire avant, mettre si vous faites des variables CSS pour les couleurs ou ce genre de choses, pareil, les mettre à un endroit précis, et pouvoir s'y retrouver facilement dans un fichier CSS, même si on ne l'a pas fait. Et aussi présentation des outils qui sont utilisés. Si vous utilisez des outils particuliers, n'hésitez pas à les présenter pour dire j'ai utilisé tel outil qui m'a servi à atteindre tel objectif. Et enfin, donc pour la présentation technique, le but c'est de mettre en avant que ce que vous avez réalisé est adapté déjà aux besoins, mais en plus qui répond à des contraintes de maintenance et d'évolutivité de l'application. Et enfin, pour la présentation fonctionnelle, donc là, on va vraiment présenter comment on a organisé notre travail, comment on s'est organisé en équipe, comment on a découpé les tâches, comment on a priorisé certaines tâches par rapport à d'autres, et comment on a fait pour respecter les deadlines, et même si on ne les a pas respectés, qu'est-ce qu'on a mis en place pour essayer de ne pas prendre, de prendre le moins de retard possible et d'être le plus proche possible des deadlines. Et on va aussi parler de la gestion de problèmes, donc quels sont les problèmes qu'on a rencontrés, et qu'est-ce qu'on a mis en place pour les surmonter. Là, on est vraiment sur une présentation organisationnelle. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que le temps de présentation est inversement proportionnel à la synthèse de présentation. Ça, ce symbole-là, c'est inversement proportionnel. Et la synthèse d'un élément est inversement proportionnelle à l'importance d'un élément. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est ce qu'on appelle l'esprit de synthèse. Vous pouvez tout présenter sur votre projet, mais vous n'arriverez jamais à respecter les délais de votre projet. Tous les éléments qu'on a vus avant, comme je disais, le début, milieu, fin, etc., selon où on en est dans le projet, on va plus ou moins insister sur telle ou telle partie. Il y a des choses qui reviennent toujours aussi, c'est par exemple le rappel du besoin qu'on présente à un client, à quelqu'un de technique ou à quelqu'un de fonctionnel. Mais selon le type d'interlocuteur, on va plus détailler ou moins détailler sur le besoin. On va utiliser plus de vocabulaire technique ou moins. Et du coup, il faut réussir à adapter et à synthétiser ces éléments. Synthétiser, ça ne veut pas dire réduire, ça veut dire adapter. C'est-à-dire qu'on va présenter une quantité et une qualité en termes de vocabulaire d'éléments adaptés par rapport au contexte de présentation. Et du coup, si on a aussi assez peu de temps de présentation, on va avoir tendance à plus synthétiser le contenu pour l'adapter au temps. Et inversement, si on a beaucoup de temps, on va moins synthétiser et aller plus dans le détail. Et pareil, élément par élément, si un élément est très important par rapport au contexte, on va le détailler. S'il est moins important par rapport au contexte, on va plus synthétiser. Si je reprends par exemple le choix des technologies utilisées,
On peut le présenter à un client, on peut le présenter à quelqu'un de technique ou à quelqu'un de fonctionnel. Si on le présente à quelqu'un de technique, on va détailler les technologies choisies, quels sont leurs avantages et inconvénients, pourquoi on les a choisis, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Si on les présente à un client, on va vraiment synthétiser et présenter rapidement les technologies en disant on a utilisé ça, ça nous sert à ça, on a utilisé ça, ça nous sert à ça, on a utilisé ça, ça nous sert à ça, point. Voilà. Pour atteindre ça, la meilleure chose à faire, c'est de lister les éléments principaux que vous allez devoir présenter. Une fois que vous avez fait la liste des éléments que vous souhaitez présenter par rapport au contexte, là, vous pouvez commencer à prévoir un temps par élément et après voir le temps global et adapter les temps par rapport à l'importance et à la synthèse que vous devez faire sur chaque élément par rapport au contexte de présentation. Ensuite, on va réfléchir à l'apport de notre travail. Donc présenter, c'est plus que le résultat. Il faut toujours présenter plus que le résultat. Si vous venez faire une présentation pour ne présenter que le résultat, vous n'apportez rien parce que le résultat, au final, vous pouvez envoyer un lien à la personne, elle ira voir d'elle-même le résultat. Donc, avoir un résultat, c'est un bon point. Le présenter, c'est indispensable dans une présentation. Mais ce qui est important, c'est aussi d'expliquer la démarche qui a permis d'aboutir à ce résultat. Donc reprendre un peu les éléments, quelles sont les difficultés rencontrées, quels problèmes on a rencontrés, quelles solutions on a trouvées pour ces problèmes. Mais avant ça, avant de parler des problèmes, comme on l'avait dit, il faut rappeler le besoin et l'exprimer pour arriver au problème. Et aussi parler des contraintes qu'on a pu rencontrer. Donc par exemple, ça peut être un choix technologique qui a été fait par le client, ou ça peut être quelque chose qui est imposé à un moment donné, ou ça peut être aussi une technologie qui a ses limites et il faut réussir à les dépasser. Et du coup, voilà les contraintes qu'on a rencontrées et comment on s'est adapté pour atteindre le résultat. Toujours pareil, on va l'adapter par rapport au type de public, c'est-à-dire qu'une contrainte technique à quelqu'un qui est technique, on va développer avec du vocabulaire technique cette contrainte et expliquer comment techniquement on a réussi à la surmonter. Quand on est face à un client, on va simplifier et parler d'une contrainte et d'une solution qu'on a trouvée, mais quels sont les impacts de cette solution par rapport à ce qu'il voulait à l'origine. Il faut toujours aussi prendre du recul. Il ne faut pas se contenter de faire. Quand vous êtes sur un projet et que vous devez ensuite le présenter, même si vous ne devez pas le présenter d'ailleurs, il ne faut pas se contenter de faire. Il faut aussi réfléchir pourquoi on fait quelque chose. Le client a demandé quelque chose, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va lui apporter et comment on peut faire pour que ce que l'on fait lui apporte vraiment quelque chose qui l'intéresse. Et cette réflexion, elle peut aussi intervenir dans le cadre d'une présentation de projet ou présentation orale. Et du coup, faut identifier ce que l'on a fait, quels sont les intérêts de l'avoir fait et qu'est-ce que ça apporte en termes toujours adaptés de clients, donc de produits si c'est un client, de technique si c'est quelqu'un de technique, etc. Et pour ça, il faut analyser, détailler, comparer et expliquer ses choix. Dire j'ai choisi de faire ça, point, ça n'a aucun intérêt. Il faut analyser un problème, donc se renseigner sur le problème, voir les différentes solutions qui sont possibles, faire une liste des informations principales de ces solutions, comparer les avantages et inconvénients de chacun, et mettre en relation ce travail avec le contexte du projet. C'est-à-dire, au final, on a des avantages, des inconvénients. Sur le projet, ces avantages-là m'intéressent, ces inconvénients-là me bloquent, ou ces avantages-là m'intéressent moins, mais les inconvénients ne sont pas bloquants, je vais plutôt choisir cette solution-là qui me paraît plus adaptée. Et du coup, ça peut être important de savoir faire ce travail, de se renseigner sur les solutions, etc. Et de surtout savoir l'expliquer derrière. Parce que ça peut être des choses qui sont importantes au niveau du projet, qui vont avoir des impacts sur le client, sur l'utilisateur final. Et donc c'est important de savoir les expliquer et savoir expliquer pourquoi on a fait ces choix. On va passer à une deuxième partie, c'est la préparation d'un support visuel. Alors un support visuel, alors je vais rester sur la slide précédente, c'est très important. Il y a quelque chose que j'explique souvent, c'est qu'en tant qu'humain, on a toujours deux mémoires. On a une mémoire qu'on dit auditive et une mémoire visuelle. Alors ça veut pas dire, on dit souvent lui il a une mémoire auditive ou lui il a une mémoire visuelle. Ça veut pas dire qu'une personne qui a une mémoire auditive ne retient que ce qu'elle entend. On a tous les deux, mais après on va avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Certains vont avoir une meilleure mémoire auditive et une moins bonne visuelle, et d'autres inversement.
Donc quand on fait une présentation, si on veut que les gens retiennent et que les gens accrochent à notre présentation, il faut réussir à s'adapter à tous les types de mémoire et tous les types de publics qu'on peut avoir en face de soi. Donc parler à l'oral, c'est bien, ça va permettre à ceux qui ont une mémoire auditive de se souvenir et surtout d'accrocher, parce que faut garder à l'esprit que quelqu'un qui a une mémoire auditive, si on fait que lui présenter de l'affichage, bah, ça va pas l'intéresser, il va vite décrocher. Inversement, quelqu'un qui a une mémoire visuelle, si on fait que lui parler, au bout de 5 minutes, il va décrocher aussi. Donc toujours combiner les deux pour réussir à accrocher un public le plus large possible et toujours s'adapter à la personne en face. Donc pour ça, moi ce que je propose, c'est toujours préparer un support visuel. Alors généralement, on va préparer ce qu'on appelle un diaporama de présentation, comme je suis en train de vous présenter pendant cette présentation. Après, il y a d'autres supports visuels qui peuvent exister, mais ça c'est le plus classique et le plus utilisé. Et quelles sont les informations qu'on va présenter dans ce support visuel? On va présenter toujours la même chose, le contenu d'avancement avec les spécifications, les choix effectués, une démonstration. On fait toujours un rappel du contexte. On peut faire une présentation personnelle ou une présentation de groupe. Comme je vous ai fait au début de cette présentation, c'est pas par hasard si je l'ai fait, c'est quelque chose qui est important aussi. Quand vous travaillez seul, ça peut être utile. Alors je vais commencer plutôt par expliquer quand on travaille en groupe. Si vous travaillez en équipe, vous allez faire une présentation face à un public. Vous n'allez pas avoir toute l'équipe qui vient pour faire la présentation. Si vous êtes 30 à travailler sur le projet, vous n'allez pas venir à 30 pour parler en même temps face à 3 personnes. Donc en général, il va y avoir une ou deux personnes de l'équipe qui vont venir présenter. Mais vous allez venir présenter à des interlocuteurs qui sont intéressés par le projet. Ça peut être l'équipe métier, ça peut être des clients, ça peut être des chefs de projet, ça peut être une autre équipe de l'entreprise, ça peut être plein de personnes. Et ces personnes, ça peut être intéressant pour elles de pouvoir mettre un visage sur un nom, parce que c'est des personnes qui vont souvent être en contact avec l'équipe par mail ou ce genre de choses, mais qui ont du mal à identifier les personnes. Et du coup, faire une première slide de présentation personnelle où vous mettez une petite image, une photo de chaque personne avec le nom et le rôle, surtout sur le projet, c'est très important pour rappeler quel rôle a eu cette personne. Dans le cadre de soutenance, souvent vous avez des contextes où on vous dit il y a telle personne qui vous a contacté, il y a telle personne qui a déjà travaillé sur le projet, il y a telle personne qui vous fournit les infos et c'est à vous de travailler. N'hésitez pas à rappeler ces personnes aussi parce que ça fait partie d'une équipe de travail. Même si ce sont des personnages fictifs parce que vous êtes dans le cadre d'une formation, ça peut être intéressant pour vous vous situer et quel est votre travail par rapport à l'ensemble du projet qui est fourni. Et même si vous êtes seul, ça peut être bien de rappeler qui vous êtes, parce que quand vous faites une présentation, que ce soit à un client ou à quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui vous connaît pas nécessairement très bien, qui vous a jamais rencontré même peut-être, et ou ça peut être quelqu'un aussi qui a fait 50 réunions, qui en a 8 par jour, qui enchaîne réunion sur réunion, et qui voit plein de projets. Et du coup, le fait de rappeler qui vous êtes, sur quel projet vous avez travaillé et quel était votre rôle, ça permet de remettre dans le contexte et ça évite à la personne d'avoir à se rappeler qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous venez présenter là. Et du coup, de rater les 5 premières minutes de votre présentation, le temps de se rappeler ce que vous faites là. Le rappel du contexte, c'est pareil, c'est pour remettre dans le contexte, même si la personne en face est au courant du projet, c'est peut-être pas son seul projet, et c'est pas comme vous qui travaillez 10 heures par jour dessus, la personne va peut-être en entendre parler une fois par mois. Donc lui rappeler un petit peu le contexte du projet, les objectifs du projet, qu'est-ce que c'est que ce projet, ça permet de la remettre dans le bain et du coup de bien comprendre de quoi vous allez parler aujourd'hui. Un sommaire de présentation, c'est toujours utile aussi, ça permet de bien se montrer de quoi vous allez parler aujourd'hui. Un bilan et ou une conclusion, ça peut être utile aussi. Pour rappel, un bilan et une conclusion, ce sont deux choses très différentes. On a souvent tendance à les confondre. Le bilan, c'est faire un bilan, comme son nom l'indique, de ce que l'on a fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va reparler un petit peu de ce qu'on a rencontré durant le projet, quels sont les soucis qu'on a rencontrés, les problèmes, comment on les a surmontés, qu'est-ce qu'on a réussi à atteindre comme objectif, etc. Voilà où on en est aujourd'hui. La conclusion, elle a plus tendance à être tournée vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on met une sorte de jalon à là où on en est dans notre projet, et la conclusion est là pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, ou à quoi nous a servi le projet et à quoi ça va nous servir ensuite, faire le feedback, ce genre de choses, les perspectives d'évolution, etc. Une slide de fin, toujours important aussi, parce que ça peut arriver, ça arrive même très régulièrement, que des gens me fassent des présentations, ils prévoient pas de slide de fin, et une fois qu'ils ont fini de parler, ils arrêtent de parler tout simplement. Et du coup, moi j'attends.
Les gens ne parlent plus, j'attends. Et ça peut durer des fois 30 secondes, 1 minute avec un gros blanc, personne ne parle alors que la personne a terminé sa présentation. Mettre une slide simplement avec question ou un point d'interrogation ou quelque chose comme ça, bah, ça permet quand vous arrivez dessus de dire à votre public, j'ai terminé ma présentation, est-ce que vous avez des questions? C'est clair, bah, les gens enchaînent, il n'y a pas de blanc, ça ne fait pas de malaise. Une page de garde, toujours bien aussi pour avoir les informations de présentation. Généralement, quand vous allez faire une présentation, vous pouvez avoir quelques minutes bah, où vous attendez que les gens arrivent, se positionnent, s'installent, etc. Et du coup, bah, avoir une slide qui s'affiche avec les informations générales de la présentation, qu'est-ce qui va être fait aujourd'hui, bah, ça permet que tout le monde se remette déjà dans le contexte alors que même que vous n'avez pas encore commencé votre présentation. Et ça fait quelque chose de sympa où ça peut être attractif et ça donne envie de voir la suite. Et des annexes, ça c'est plus optionnel, mais si vous avez des choses à ajouter, des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans la présentation en elle-même, mais des informations complémentaires, de la documentation, des sites, des choses comme ça que vous voulez montrer, n'hésitez pas à le mettre dans des annexes, une slide en plus, ça peut être intéressant aussi. Comment organiser du coup toutes ces slides? Bah, c'est pas compliqué, rien n'est figé, il n'y a pas une solution ultime d'organisation des slides, mais souvent la chronologie va être le meilleur moyen d'organiser ces slides. Et quand je dis la chronologie, c'est la chronologie dans laquelle vous avez abordé le projet que vous voulez présenter. Donc généralement dans un projet, on commence toujours par découvrir le projet en lui-même, on va analyser le sujet, ensuite on va faire un listing fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir un petit peu qu'est-ce qu'on est censé faire par rapport à une expression du besoin qui peut faire 50 pages. On va ressortir un document d'une ou deux pages dans lequel on fait la liste des fonctionnalités principales qui sont attendues. On va s'organiser comment on travaille, on va faire les choix par rapport à ce qu'on veut réaliser. Ensuite, on va réaliser, tout simplement. On va tester ce qu'on a réalisé et on va finaliser le tout. Finaliser, ça peut être faire de la documentation, mettre le projet en ligne, le déposer sur un repo GitHub, etc. Du coup, pour notre organisation, au niveau de la découverte du projet, c'est la page de garde. On met une slide sur laquelle on a les éléments principaux, le titre, un sous-titre, un logo éventuellement, une date, voilà. L'analyse du sujet, ça va correspondre au sommaire, c'est-à-dire on reprend les grands points du projet en lui-même. Ensuite, le listing fonctionnel, ça peut être dans un premier temps une introduction qui va être présentée, et un rappel du besoin, rappel du contexte, un rappel des besoins fonctionnels, etc. Ensuite, on a l'organisation et les choix effectués. Là, on va parler du contenu organisé. Donc, les choix, qu'est-ce qu'on a fait comme choix, comment on a choisi de s'organiser et comment va être développé le sujet. La réalisation, une démonstration. Au niveau des tests, on va arriver sur le bilan et conclusion. Donc, quels sont le feedback qu'on fait à la fin par rapport à l'ensemble qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vérifié et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pour la suite. Et la finalisation, une slide de questions et annexes pour la fin de votre présentation. Spécificité du contenu. Alors l'ordre chronologique, comme je viens de dire, c'est souvent la meilleure solution. Pas toujours. Dans certains cas particuliers, il peut y avoir d'autres solutions qui sont plus adaptées. Toujours, dans tous les cas, privilégier la compréhension en premier. Un truc qui peut être très utile aussi de savoir, c'est toujours de s'imaginer un entonnoir. Quand on fait une présentation, on va commencer par les informations les plus globales et donc les plus larges sans les détailler. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, on va aller de plus en plus dans le détail et dans la précision du projet. Donc toujours privilégier ce genre de choses pour bien comprendre. Si vous commencez par des éléments détaillés et qu'ensuite vous passez à des éléments globaux, au final, c'est quelque chose qui aurait manqué pour les éléments détaillés qui n'ont pas été compris, et on les revoit pas après, donc au final, ils n'ont pas été compris. Donc toujours apporter aussi des éléments qui se suivent. Il ne faut pas passer du coq à l'âne comme ça. Il faut toujours essayer d'avoir quelque chose de logique dans la présentation, avoir un fil rouge conducteur qui fait que vous allez suivre au fur et à mesure de votre présentation. Et prévoir des transitions pour passer d'une slide à l'autre. Et justement, voici une transition pour passer à la création d'un template de présentation. Quand vous faites une présentation, alors il y a plein d'outils qui existent. Il y a Google Slides, il y a PowerPoint, il y a Canva et beaucoup d'autres.
Choisissez celui que vous préférez, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vous qui voyez l'outil qui vous convient le mieux. Mais essayez de trouver un outil qui vous convient et essayez comment, de comprendre ses fonctionnalités pour vraiment utiliser tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour adapter votre présentation. Et vous pouvez créer ce qu'on appelle un modèle de présentation. Alors le modèle, c'est la mise en forme de votre présentation. Quelle couleur vous allez utiliser, comment vous allez mettre en forme les différentes slides. Et pour ça, dans tous les outils, normalement, on peut créer ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire créer en fait des templates de slides où on va commencer à mettre en forme. Et après, dans la présentation, on peut réutiliser ces templates pour différents types de contenus. Par exemple, j'ai un template sur cette présentation qui est un template de titre, qui est celui-ci, et j'ai un autre template de contenu qui est celui-ci, que je peux adapter et réutiliser en fonction de ce que je veux. Du coup, il y a deux moyens pour avoir un modèle de présentation. Vous pouvez en choisir un déjà créé. Il existe plein de librairies en ligne qui proposent des templates déjà existants que vous pouvez prendre et réadapter. L'avantage, c'est que c'est rapide et facile à utiliser, c'est déjà tout fait, et il y a beaucoup de choix en ligne. L'inconvénient, c'est que c'est pas toujours gratuit, et des fois, il peut y avoir des limites dans l'utilisation du template, que ce soit des copyrights ou au point de vue technique. L'autre choix qui peut être fait, c'est de créer votre propre template et l'adapter par rapport à votre besoin. L'avantage, c'est que vous allez avoir au final un design qui vous correspond et qui correspond à ce que vous voulez présenter. Et une fois que vous l'avez fait pour votre entreprise, votre marque ou votre travail, vous pouvez réutiliser ce template pour plusieurs présentations sur le même thème. Et l'inconvénient de faire ça, c'est que ça prend quand même du temps à réaliser. Il va falloir quelques heures au moins, voire quelques jours pour créer un template vraiment adapté qui vous correspond et qui sera parfait pour vous. Pas choisir au hasard et pas réaliser au hasard non plus. Il faut jamais que le template, comme les slides, ne soit trop surchargé. Quelque chose de trop surchargé, ça va apporter trop d'informations d'un coup, et trop d'informations, ça fait que les gens regardent votre slide et ne vous écoutent plus. Il faut toujours aussi adapter le diaporama et la mise en forme par rapport au contexte. Vous n'allez pas faire un diaporama rose bisounours pour un client dans l'industrie ferroviaire. Et toujours essayer aussi d'intégrer des logos, des éléments visuels dans le thème. Là, par exemple, sur mon thème, j'ai toujours le logo Training Dev ici en bas à gauche, qui permet d'avoir toujours ce thème qui est respecté et on sait où on est quand on arrive sur les slides. Et l'important, c'est toujours d'aller à l'essentiel. N'allez pas vous embrouiller dans des détails trop compliqués et vouloir faire des choses trop complexes. Allez à l'essentiel, faites quelque chose de simple et d'efficace. Ensuite, on va parler de remplir les slides. Pour les remplir, il faut déjà ajouter des éléments graphiques. Alors moi j'ai pas mal de texte sur celui-là, mais il y a pas mal d'éléments graphiques aussi, vous avez pu voir au fur et à mesure. Des fois, un petit logo, ça parle beaucoup plus qu'un mot et c'est beaucoup plus visuel, ça permet de voir de quoi on va parler beaucoup plus rapidement. Donc très important, toujours dans la mesure du possible, essayer d'utiliser des éléments graphiques plutôt que des textes. Si vous faites des textes, toujours synthétisés. Il ne faut pas que le texte qui est sur la slide soit le texte que vous allez lire. Si c'est mot pour mot ce que vous allez lire, au final, votre rapport à l'oral n'apporte rien du tout. Il faut vraiment avoir des mots-clés. C'est justement le point suivant. Utiliser des mots-clés, des notions clés, des chiffres clés ou des éléments graphiques. Et développer à l'oral les points sur lesquels vous avez quelque chose sur votre slide. Et une petite phrase que je dis souvent, un graphique est plus parlant qu'un gars sibylique. Pardon. Tout simplement, parler de chiffres ou de choses et parler pendant 5 minutes d'éléments qui sont écrits sur la slide, au final, on va pas retenir grand-chose. Alors que d'un autre côté, si vous avez un graphique qui peut venir montrer des chiffres ou des choses comme ça, ou un logo ou des choses comme ça, sur lesquelles vous allez développer, les gens vont plus retenir, mieux comprendre ce que vous allez dire généralement, et mieux retenir aussi, et mieux accrocher à votre présentation. Et l'abus d'animation est dangereux pour l'attention, à utiliser avec modération.
Alors vous avez dû voir sur cette slide, j'ai mis plein d'animations. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était fait exprès pour ne pas donner envie. Et il faut éviter d'en abuser. Des animations, ça peut être sympa, ça donne un effet sympathique quand on change de slide ou de ce genre de choses. Mais trop d'animations, c'est perturbant et ça donne pas envie de suivre. Au final, ça va perdre la personne qui suit la présentation et ça apporte des choses inutiles. Donc, un petit peu d'animation, des transitions d'une slide à l'autre ou ce genre de choses, oui, mais jamais trop, n'abusez pas des animations. Et maintenant, on va parler de la gestion du stress. Et la première chose à faire, c'est identifier les facteurs de stress. Pourquoi vous êtes stressé quand vous faites une présentation? Alors, je vais vous parler un petit peu d'expérience. J'ai déjà travaillé avec pas mal de personnes justement sur la gestion du stress. Et j'ai posé des questions. Et généralement, ben, la première question que je pose, c'est pourquoi? Et je parle des 5 pourquoi, parce qu'en fait, on va poser 5 fois de suite la question pourquoi jusqu'à arriver vraiment à l'essentiel. Et normalement, alors généralement en moins de 5, mais au maximum en 5 pourquoi, on arrive à l'essentiel. Donc j'ai déjà parlé avec une personne une fois qui avait des gros problèmes de stress en présentation, et je lui ai demandé pourquoi tu es stressé en présentation. Et cette personne m'a répondu, ben, parce que j'ai pas l'habitude de parler. Et je lui ai dit, ben oui, c'est bien, mais quand tu es avec ta famille ou avec tes amis, tu arrives à parler, est-ce que tu stresses quand c'est comme ça? Bah non, en général, ça va. Donc, c'est pas juste le fait de parler qui est stressant. Donc, pourquoi tu stresses en présentation? Et pourquoi tu stresses quand tu parles en présentation, surtout? Elle me dit, ah bah c'est parce que en face de moi, j'ai quelqu'un que je ne connais pas. Et je lui ai répondu, bah à ce moment-là, si tu croises quelqu'un dans la rue qui te demande l'heure, par exemple, est-ce que tu vas être stressé? Est-ce que tu vas être incapable de lui donner l'heure? Ou est-ce que tu vas regarder ta montre ou ton téléphone et lui donner l'heure? Bah oui, dans ce cas-là, j'arriverai à lui donner l'heure, il n'y a pas de problème, je ne serai pas stressé. Donc c'est pas juste le fait de parler à un inconnu qui te stresse. Donc qu'est-ce qui te stresse? Ben, ce qui me stresse, c'est que la personne en face de moi va juger ce que j'ai fait. Mais c'est justement le concept de la présentation. On est là pour juger un travail, pour juger aussi qu'est-ce qui a été fait. Le jugement, c'est pas nécessairement quelque chose de péjoratif. On va pas juger les gens et essayer de trouver la petite bête qui fait que, bah voilà, cette personne, elle aurait pu mieux faire et c'est pas bien. Le jugement, c'est aussi bah, savoir critiquer le travail, donc dire ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré. Donc, il faut garder à l'esprit que la présentation, euh, bah, on est là pour être jugé de toute façon. Donc, faut réussir à montrer le meilleur de soi-même. Et ben, c'est en parlant et en sachant s'exprimer et en préparant sa présentation qu'on va présenter le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de notre projet. Et c'est comme ça que les gens vont mieux nous juger. Donc si tu prépares ta présentation et que tu as tout ton contenu qui est prêt et que du coup ben, tous les éléments sont là pour que tu sois jugé de la meilleure façon possible, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te stresse? Elle me dit oui, ben, ce qui me stresse c'est quand la personne en face de moi ne parle pas. Moi je parle et je ne vois aucune réaction, donc en fait je ne sais pas comment elle me juge, ni dans quelles conditions, ni quoi que ce soit. Et là on était arrivé au détail de son stress qui était d'avoir quelqu'un de statique en face d'elle. Elle n'arrivait pas, cette personne, à gérer ce stress, à gérer cette présentation, en fait, sans savoir ce que la personne pensait d'elle. Dans ces cas-là, il y a des outils. Et le premier outil que je vous conseillerais pour ce genre, si jamais c'est votre cas sur l'exemple que je viens de vous donner, bah, c'est de poser des questions. Si la personne en face de vous est muette et ça vous stresse, bah, faites-la intervenir. On va y revenir après de toute façon, mais voilà. Donc toujours se poser les questions des 5 pourquoi. Pourquoi je stresse? Qu'est-ce qui me stresse quand je fais une présentation? Pour réussir à identifier les facteurs de stress. Pour ça, il faut aussi prendre du recul sur ces présentations. Donc il ne faut pas juste venir à une présentation et puis présenter et voilà, c'est fini. Il faut essayer de réfléchir comment je vais présenter, comment je vais organiser mon travail, comment je vais l'adapter. Et est-ce que ce que je dis est vraiment pertinent? Il faut savoir aussi écouter les commentaires et les critiques. Les gens vont vous dire des choses positives, des choses négatives. C'est pas nécessairement pour vous critiquer et pour vous rabaisser. C'est aussi pour vous faire évoluer. Donc si quelqu'un vous fait une remarque sur une présentation, à la fin d'une présentation, prenez-la en compte. Si vous estimez que c'est bien le cas, que cette personne a raison, essayez de travailler sur ce point pour votre prochaine présentation. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer progressivement pour à la fin atteindre un niveau quasiment d'expert en termes de présentation.
N'hésitez pas aussi à revoir vos présentations. Si elles sont enregistrées, prenez le temps à l'occasion de revoir la présentation que vous avez faite. Il y a beaucoup de choses, des tics qu'on peut avoir ou des choses qu'on exprime dont on ne se rend pas compte. Et quand on revoit sa présentation, ben, on se rend compte de ces problèmes et on est bien plus capable de les corriger quand on se rend compte soi-même. Si vous voulez vous préparer, n'hésitez pas aussi à vous enregistrer. Ça peut être bien de se faire une petite soutenance blanche avec un ami, avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un qui vous accompagne dans votre formation, ou même tout seul, en utilisant des outils pour donc s'enregistrer en vidéo et du coup pouvoir revoir votre présentation blanche et pouvoir améliorer cette présentation pour le jour J. Et pour ça, la meilleure solution si vous êtes vraiment stressé sur une présentation, la meilleure solution c'est de répéter, répéter, répéter plusieurs fois de suite. Et à chaque fois que vous allez répéter, il y a des choses qui vont devenir des automatismes et qui vont être beaucoup plus faciles. Et tout ce qui est automatique, c'est tout ce dont vous n'avez pas besoin de réfléchir en présentation. Et moins vous allez avoir besoin de réfléchir en présentation, plus ça va être automatique et moins vous allez stresser parce que ça va venir tout seul. Donc comme je disais, le présenter à sa famille, ses amis, son entourage, s'enregistrer, tout ça, n'hésitez pas à le faire. Prenez des notes aussi, n'hésitez pas à prendre en compte les commentaires des spectateurs et améliorer si besoin. Quand je parle des spectateurs, c'est votre entourage ou les personnes qui ont suivi. Prendre des notes, c'est les commentaires présentateurs. Ça, c'est un outil qui existe dans la plupart des outils de diaporama. Vous pouvez avoir des commentaires de présentateurs. Et du coup, ces commentaires, quand vous faites votre présentation, ne sont visibles que par vous et pas par la personne à qui vous présentez. Et améliorer au fur et à mesure si besoin. Une fois, quand vous répétez, si vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas à adapter votre diaporama ou vos commentaires de présentateurs. Quelque chose d'important aussi, c'est de préparer son espace et son environnement de présentation. Avant de faire votre présentation, donc il y a l'espace de présentation, c'est l'espace dans lequel vous allez travailler, votre bureau, votre ordinateur, ce qu'il y a derrière vous, derrière la webcam, etc. Donc toujours vérifier l'environnement, voir s'il n'y a pas de choses gênantes ou qui pourraient être problématiques. Éloigner les éléments perturbateurs du champ de vision. Alors quand je dis les éléments perturbateurs, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un chat qui miaule derrière, ça peut être un miroir qui fait des reflets qui piquent aux yeux, ça peut être beaucoup de choses. Et préparez-vous un verre d'eau aussi, par exemple, ça peut toujours être utile. Par exemple, là, ça fait un bon 30 minutes, 40 minutes que je parle. Je commence à avoir soif, j'ai préparé une bouteille d'eau. Et je peux reprendre ma présentation dans de bonnes conditions. Au niveau de l'environnement, là, c'est plus les éléments que vous allez présenter. Donc ça va être préparer ces éléments. Vous avez un ensemble d'éléments à préparer, votre diaporama, le résultat de votre projet, certains livrables, etc. Pensez à bien les préparer avant votre présentation pour pouvoir les trouver facilement. Et pas avoir un blanc pendant 2 minutes en milieu de votre présentation. Attendez, je vais chercher ces éléments-là, je ne sais plus où ils sont. Et du coup, vérifier l'accessibilité à ces éléments et vérifier qu'ils s'affichent bien aussi. C'est pas juste préparer les fichiers, il faut aussi vérifier que les fichiers correspondent à ce que vous voulez présenter. Ça peut arriver, un exemple qui arrive régulièrement, des gens qui déposent tous leurs projets sur GitHub, et le jour de la présentation, ils sont sur un autre PC, ils récupèrent le projet sur GitHub et ils ne le testent pas. Et au moment de la présentation, zut, j'ai oublié d'installer les composants. Zut, j'ai oublié d'installer Node.js pour faire tourner le projet. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, j'ai oublié de créer le fichier d'environnement. Ah, j'ai oublié ça. Et au final, il faut 10 minutes pour réussir à lancer le projet. On abandonne rapidement et au final, on ne peut rien présenter. Donc toujours vérifier que sur l'environnement dans lequel vous allez présenter votre projet, tout fonctionne. Et nettoyer l'affichage virtuel, c'est éviter d'avoir des éléments qui s'affichent à l'écran si vous êtes en vidéoconférence ou ce genre de choses qui pourraient n'être pas adaptés par rapport à la présentation. On a déjà eu des cas de colocataires qui passent derrière en sortant de la douche en serviette ou ce genre de choses qui ne sont pas vraiment adaptées. Donc toujours bien préparer votre espace de présentation et votre environnement. 15 minutes avant le début de la présentation, prenez du temps. Répétez, 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 c'est bien. Mais il faut prendre une pause avant de présenter. Si vous répétez jusqu'à la dernière minute, vous allez être stressé au début de votre présentation, vous allez tout oublier, ça ne va plus aller du tout. Donc 15 minutes avant de commencer votre présentation, arrêtez tout, allez prendre l'air,
allez boire un verre d'eau, faites des étirements, faites du yoga, allez discuter avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, votre famille, peu importe. Oubliez tous vos soucis et allez penser à quelque chose d'apaisant, quelque chose d'agréable. N'allez pas vous prendre la tête avec quelque chose d'autre. Essayez de vous concentrer et de vous apaiser, en fait, tout simplement. Prévoir l'imprévisible, ça peut toujours arriver. Et je vous montre une petite vidéo. Voilà. Ça, ce sont les imprévus qui se sont passés pendant le premier confinement, quand les gens se sont tous retrouvés en télétravail d'un seul coup. On a eu plein de petites vidéos comme ça de personnes qui étaient en vidéoconférence pour le boulot ou ce genre de choses, qui ont eu un imprévu. Et bah voilà. Même si vous avez essayé de tout prévoir, il peut toujours y avoir des imprévus. Alors ça sert à rien de passer 50 jours à tout prévoir non plus, mais essayer de prévoir l'imprévisible, c'est essayer aussi de vous préparer que pendant votre présentation, il y a peut-être quelque chose qui ne se passera pas comme prévu. Et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, il faut réussir à s'adapter. Et du coup, c'est là où j'en arrive à inspirer et expirer encore entre deux éléments. C'est toujours important aussi quand vous passez d'une slide à l'autre, d'un élément à l'autre que vous allez changer. Prenez le temps de respirer 2 secondes. Vous avez peut-être remarqué, c'est ce que je fais tout le temps pendant mes présentations. Je fais des pauses, 2 secondes, je respire. Ça permet de se remettre les idées en place, de voir aussi ce qu'on va dire après, commencer à préparer sa phrase. Et du coup, ça permet d'être plus fluide dans sa présentation. Il vaut mieux avoir une pause de 2 secondes avant de commencer à dire quelque chose, plutôt que de commencer d'un seul coup et de s'embrouiller, et de bafouiller, et de plus savoir quoi dire au milieu de sa phrase. Donc toujours respirer entre deux éléments. Important. Gérer l'interaction. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Ça peut être un outil pour le stress. Si la personne en face de vous ne parle pas et que ça vous stresse, n'hésitez pas à l'interpeller. Ça peut être très simple, vous avez fini une phrase et vous demandez est-ce que c'est clair pour vous? C'est le conseil que j'avais donné à la personne à qui j'avais échangé et qui l'a utilisé après. Et au final, à chaque fin de slide, elle disait est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Et la personne en face répondait oui, c'est clair pour moi, oui, vous pouvez passer à la suite. Et du coup, ça la rassurait beaucoup parce que la personne lui disait que ce qu'elle allait présenter était clair. Donc si c'était clair, c'est que c'était bien et qu'elle pouvait continuer comme ça. Ça a tout changé. Et c'est des petits outils comme ça qui peuvent faire la différence. Prévoyez donc toujours aussi un temps de questions-réponses, ça on en a parlé tout à l'heure. Même entre les slides, ça peut arriver qu'on vous pose des questions. C'est pour ça aussi que ça peut être important les slides et les diaporamas, parce que si on vous pose une question à un moment donné, vous allez pouvoir répondre à cette question, et ensuite vous reprenez votre diaporama et vous savez où vous en êtes et vous continuez. Vous n'avez pas à chercher, alors où est-ce que j'en étais, de quoi on parlait, je sais plus, voilà. Ne jamais être passif sur les échanges, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser quelqu'un parler et dire oui, 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 vous avez raison, oui, et attendre. Il faut savoir aussi apporter des arguments et expliquer les choses. Ça sert à rien non plus d'essayer de se trouver des excuses. Si on vous dit ça c'est pas bien, fallait pas le faire comme ça. Faut pas venir dire oui, je suis désolé, mais j'ai pas pu parce que mon chien était malade et que voilà, etc. Non, faut assumer ses choix et faut être actif, c'est-à-dire oui, effectivement, je n'ai pas pu mettre en place ce point-là. Pour autant, j'ai prévu de le faire et ce sera fait dans tel délai et je pourrai vous montrer ces éléments-là. Si on vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, vous n'avez pas la réponse, faut pas juste dire ou je sais pas ou voilà. Vous expliquer très clairement. Alors je suis désolé, je vais pas pouvoir répondre à votre question parce que j'ai pas les informations tout de suite. Mais dès qu'on a fini notre échange, je vais aller chercher et je vous tiendrai au courant pour les informations par rapport à cette question. Et éventuellement aussi prévoir des petites activités. Alors ça ne veut pas dire prévoir un atelier peinture, hein, mais prévoir des choses où l'utilisateur va interagir avec votre présentation. Prévoir, par exemple, si vous présentez un petit outil, demandez à l'utilisateur qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans l'outil pour voir le résultat. Ça peut permettre de faire intervenir les personnes qui sont en face de vous et du coup d'avoir une présentation qui est vraiment adaptée à leurs besoins et à leurs envies. Et s'adapter. Donc s'adapter, c'est aussi savoir reprendre le contrôle d'une situation, comme je vous ai montré sur la vidéo précédemment. Une situation peut déraper, il peut y avoir des imprévus. Et c'est toujours pareil, vous prenez une respiration, vous prenez 2 secondes,
et vous vous reprenez et vous repartez. Si à un moment donné, vous bafouillez, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes complètement perdu, n'hésitez pas à dire, alors excusez-moi, je suis perdu dans ce que je voulais dire, laissez-moi quelques secondes, je vais retrouver les éléments et je reprends. Et ça pose pas de problème, ça peut arriver à tout le monde d'être perdu. S'il vous faut 10 secondes pour vous y retrouver et reprendre, bah au moins vous avez prévenu, ça reste professionnel et c'est clair, et ça évite le malaise. Surtout que si vous commencez à bafouiller et que vous êtes perdu, ça va augmenter votre stress augmente, vous allez encore plus bafouiller, être encore plus perdu, ça va augmenter votre stress et c'est un cercle infini. Faire une pause 10 secondes et dire je fais une pause, je reprends mes éléments, ça permet de souffler, on repart sur des bases neuves et on recommence à zéro. Rebondir après un impair, donc bah, c'est pareil, il faut savoir prendre son souffle et puis repartir. Prévoir des éléments supplémentaires et facultatifs, ça peut être intéressant aussi. Vous avez prévu votre présentation, il y a un esprit de synthèse qui est adapté par rapport au contexte, par rapport au temps de présentation. Pour autant, il y a des petites choses en plus qui ne sont pas indispensables, mais que vous trouvez peut-être intéressantes à présenter. Préparez-les et vous voyez au fur et à mesure de votre présentation, si vous n'avez pas le temps, bah, vous ne les présentez pas. Et si au final vous êtes allé plus vite que prévu, il vous reste un peu de temps, bah, vous avez des éléments en plus que vous pouvez présenter. Et si on vous les pose pendant les questions-réponses, bah, ça peut faire des éléments en plus que vous avez déjà préparés pour répondre aux questions. Et à circonstances exceptionnelles, présentation exceptionnelle, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes les présentations ont des circonstances exceptionnelles. On ne se retrouve jamais deux fois dans le même cas. Il y a toujours des choses qui vont arriver qu'on n'avait pas prévues, et voilà. Donc toutes les présentations sont uniques. Vous n'allez jamais réussir à refaire la même présentation, même si vous l'avez fait parfaitement à l'entraînement, vous n'allez pas nécessairement réussir à la refaire parfaitement en direct. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut savoir se reprendre, il faut savoir s'adapter, il faut savoir réagir par rapport à la situation. Préparez les questions. Quand vous allez faire une présentation, vous allez toujours avoir des questions pendant ou à la fin. C'est toujours important aussi de s'y préparer à ces questions. Alors, il ne faut pas essayer d'écrire les 50 000 questions qu'on pourrait vous poser, mais reprendre le besoin initial. Quand on a travaillé 6 mois sur un projet, on ne se souvient plus nécessairement par cœur de tout ce qui a été demandé à l'origine. Donc reprendre un peu ce qui a été demandé pour revoir qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qui était attendu, pourquoi on le faisait comme ça, etc. Ça peut être important pour se préparer aux questions et du coup revoir un petit peu tous les sujets qui peuvent être abordés sur la présentation. Demandez l'avis à votre entourage quand vous présentez votre travail à des amis, de la famille, des collègues, des choses comme ça. N'hésitez pas à leur dire aussi de eux-mêmes poser des questions et vous leur répondez et vous notez les questions qu'on vous a posées. C'est des questions qui peuvent revenir si c'est des choses qui n'ont pas été comprises pendant votre présentation. Ça peut être aussi des choses adaptées dans votre présentation. Et repensez aussi aux précédentes présentations. Vous allez sûrement avoir des présentations que vous avez déjà faites sur des sujets qui peuvent être similaires, sur des notions similaires, ou qui ciblent un type de public similaire, pour un projet totalement différent, mais avec un public similaire. Et revoyez un peu ce que vous avez fait sur cette présentation précédente, et voyez ce qui était bien et ce qui peut manquer, et du coup ce que vous pouvez reprendre ou adapter pour cette nouvelle présentation pour améliorer. Apprendre du passé pour améliorer le futur, c'est exactement ce que je viens de dire, il faut revoir ces présentations passées dans la mesure du possible. Toujours demander un feedback aussi aux personnes, donc c'est pas se contenter des questions, mais aussi demander qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez bien aimées, que je pourrais reprendre parce que c'est bien, voilà. Et du coup, prendre toutes les remarques et les critiques de façon constructive. Quelqu'un qui vous dit que ça c'est pas bien, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est pas bien et comment faire mieux. C'est pas juste dire c'est pas bien, j'oublie et puis c'est tout. Et une dernière phrase pour conclure cette présentation. Un expert, c'est un homme qui a cessé de penser. Alors pourquoi penserait-il puisqu'il est expert? C'est une citation de Frank Lloyd Wright que je trouve très pertinente. Personne n'est jamais expert. En communication surtout, la communication c'est pas quelque chose d'inné. Il y a des gens qui ont plus de facilité, mais c'est dans leur apprentissage, dans leur vie, dans leur contact avec leur famille et leurs amis ils ont eu plus de facilité et ont plus l'occasion de s'exprimer. C'est pas quelque chose d'inné du coup la communication, c'est quelque chose qu'on apprend. Et on ne cesse jamais d'apprendre et on peut toujours continuer d'évoluer, de s'améliorer. On n'est jamais parfait. Donc ne vous considérez jamais comme un expert en communication et inversement ne vous dites jamais que les autres sont des experts en communication et que vous ne le serez jamais. Vous pouvez apprendre, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous perfectionner et plus vous le travaillerez
et meilleur vous serez dans le domaine.